Salut et bienvenue sur Anakaland pour la dernière review de la saison 1 de la série The Last of Us de HBO, avec l'épisode 9 qui en est une très bonne conclusion. Intitulé Chercher la lumière, référence certaine au combat intérieur tant de Joel que d'Ellie dans cet épisode de seulement 43 minutes, le plus court de la série à ce jour il me semble. Un épisode un peu court donc, et qui va un peu vite, mais qui est toutefois une excellente fin pour la saison. Ce 9e opus aura largement rattrapé ma déception concernant le traitement de David dans l'épisode précédent. Et concernant l'épisode 8 et ma précédente vidéo, j'avoue que j'étais un peu rageux lors de ma critique à chaud, mais la plupart de mes remarques ont été confirmées par pas mal de gens n'ayant jamais joué au jeu, qui avaient donc un avis non biaisé. Personne n'a par exemple réellement eu peur pour Ellie ou Joel et beaucoup ont trouvé qu'il ne se passait pas grand chose au fil des épisodes. Et j'ai également lu sur les réseaux et dans les médias que beaucoup râlaient que l'épisode 8 n'ait pas démarré sur la scène du lapin. Alors ok, mais moi on me fait caguer car je rage sur le traitement de Simon. Je pense quand même que c'est plus important qu'un foutu lapin, aussi emblématique soit-il. Bref, pas besoin d'en dire plus, c'est parti pour l'analyse de l'épisode final de la première saison de The Last of Us, et comme d'hab, pensez à vous abonner, commenter et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. L'épisode s'ouvre sur un flashback dans lequel on retrouve l'actrice Ashley Johnson qui interprétait Ellie dans les jeux et qui incarne ici sa mère, Anna, meilleure amie de Marlene. Cela fait un très joli lien entre les deux personnages, comme pour nous dire que oui, elles sont certes légèrement différentes, mais leur ADN, leur essence reste la même. Et petit bonus en VF aussi, car il me semble avoir reconnu la voix d'Adeline Chetaille, la doublure française d'Ellie dans les jeux. Et bien que cet épisode me fasse mentir sur certains points du traitement de Joel, il me donne toutefois raison sur deux choses d'importance. Son découpage entre passé et présent, mais surtout sur l'origine de l'immunité d'Ellie et ses circonstances que j'avais devinées dans ma review de l'épisode 5 ou 6. En effet, sa mère sur le point d'accoucher a été mordue par un infecté, mais par chance Anna a coupé le cordon assez tôt pour lui éviter des séquelles, bien que cette exposition très tôt dans sa vie avec son système immunitaire de bébé a créé chez Ellie cette défense imparable face au cordyceps. Ensuite, on retrouve Marlene qui rejoint son amie, trop tard pour lui éviter la mort, mais toutefois assez vite pour faire ses adieux à Anna et se voir confier Ellie. Elle va donc l'emmener à Boston et la confier à l'orphelinat dirigé par la Fedra. Et concernant les adieux, ils ne sont pas très émouvants, on sent bien la terreur que représentait 15 ans plus tôt le cordyceps, et la manière dont elle la libère est très rapide, comme pour enlever un pansement et en limiter la douleur, car leur amitié est bien réelle même 15 ans après. De retour au présent, alors qu'ils sont enfin à Salt Lake et qu'ils se rapprochent de la base des Lucioles, Ellie est dans ses pensées, encore sous le choc de l'épisode précédent. Et j'étais très content d'y retrouver un tout nouveau Joel qui tente de lui redonner le sourire en lui parlant. Il est même devenu très bavard dans cet épisode. Pedro Pascal, qui est toujours aussi bon, doit avoir plus de texte dans cet épisode que dans tout le reste de la saison. Il lui trouve un jeu de société, il lui parle ouvertement de sa fille et de son deuil, et il lui propose également de lui apprendre à jouer de la guitare, élément qui deviendra par la suite le lien indestructible entre ces deux personnages. Donc Joel parle enfin de Sarah à Ellie, ouvertement et sans rechigner, et toutes ses confidences sur son deuil permettent de bien confirmer ce lien qui s'est construit entre eux. Joel a retrouvé le goût de la vie grâce à l'amour qu'il éprouve aujourd'hui pour Ellie, sa fille de cœur. Et cela rendra son choix évident autant pour lui que pour le spectateur alors qu'il décidera de la sauver à tout prix. Ensuite on arrive à un moment beaucoup plus léger et lumineux alors qu'on a droit au même genre de séquence que dans le jeu, avec Ellie qui balance l'échelle pour se précipiter dehors pour finalement tomber sur les girafes. Un passage qui se devait aussi d'être présent dans la série, et c'est cool de l'y voir, avec le même toit et la même vue et presque la même conversation entre nos deux amis. Cela redonne un peu le sourire à Ellie avant de poursuivre leur route. On voit bien qu'elle est toujours la même jeune femme qu'elle était au début, malgré tout ce qu'elle a traversé pour arriver ici, elle reste optimiste et pleine de vie. Et Joel tente donc de lui proposer de rentrer chez Tommy, comme si de rien n'était. Mais Ellie tient à ce que son voyage et ce qu'elle a fait ne soient pas pour rien. Elle est prête à accomplir son destin, même si elle n'a pas vraiment conscience de ce que cela impliquerait, car on voit bien qu'elle a des envies et des projets pour l'avenir. Ils sont ensuite assommés par une grenade et capturés par les Lucioles. Alors là par contre, où est passée la noyade d'Ellie? Encore un moment de peur et d'inquiétude pour les personnages qui disparaît dans la série. Dans le jeu, juste avant d'arriver chez les révolutionnaires, Ellie se noie, et alors que Joel tente à tout prix de la réanimer, il est interrompu par les Lucioles. Et quand il se réveille, il ne sait pas si elle est toujours en vie ou non. Un grand moment d'émotion, mais aussi d'ironie qui disparaît dans la série. Et surtout pour Joel, il n'y a plus cet ascenseur émotionnel qu'il vit à cet instant. La peur de perdre Ellie si près du but, puis quand il apprend que les Lucioles l'ont sauvée, il apprend aussi qu'ils vont la tuer pour sauver l'humanité. Et donc on retrouve immédiatement Joel réveillé par Marlene dans l'hôpital et qui lui fait un petit topo de la situation. Ellie est déjà sur le point d'être opérée. Et même si son étonnement au fait qu'il soit arrivé jusqu'ici est réel, il ne semble pas tant justifié au vu de la facilité avec laquelle ils ont vaincu l'adversité d'épisode en épisode. Ce passage apporte également plus de précision sur l'immunité d'Ellie, en réponse au flashback du début de l'épisode, et sur le fonctionnement du possible vaccin qu'ils veulent créer.
Et alors qu'il est accompagné vers l'extérieur sans plus qu'un ridicule merci et maintenant casse-toi, Joel hésite longuement avant de passer presque en mode automatique et de faire un carnage. On le sent avec le son qui devient lointain notamment. Et tel un Terminator, il traverse l'hôpital et massacre les lucioles 1 à 1 sans difficulté, comme d'hab. Jusqu'à parcourir ce long couloir vide avant d'arriver à la salle d'op armé d'un flingue, comme dans le jeu, pour le passage déchirant du sauvetage d'Ellie. Et pour le coup je suis content, ils m'ont fait mentir. Joel tue le médecin, presque en légitime défense, même si ok il était pas très dangereux avec son petit scalpel, et surtout il ne tue pas les autres médecins et infirmières. Donc un peu de compassion, contrairement au jeu dans lequel on est forcé de tous les buter pour continuer à avancer dans le récit. C'est cool, enfin un Joel plus humain dans la série que dans le jeu. Il demande même un pansement pour le bras d'Ellie qui saigne, car il ne supporte pas de la voir souffrir, ne serait-ce qu'un petit peu. Puis l'ascenseur, le parking et Marlène qui tente de le ramener à la raison. Elle fait même la remarque sur le fait qu'Ellie elle-même choisirait de faire ce qui est juste, de se sacrifier pour l'humanité. Mais Joel fait ce qu'il a besoin de faire et emmène Ellie en lieu sûr. Tel un parent, il fait ce qui est bon pour son enfant sans lui demander son avis. Et ce avec exactement les mêmes plans que dans le jeu, ça fait plaisir. Tout petit détail qui change toutefois, la main avec laquelle il tient le pistolet dans cette scène du parking. La main gauche dans les jeux, mais la droite ici. Ça n'a aucun intérêt, certes, mais c'est un des rares changements de cet épisode, donc je tenais à le noter. Par contre, il dit bien exactement le même mensonge à Ellie quand elle se réveille dans la voiture, avec l'excuse des pillards en plus, ce qui rend leur fuite plus crédible que dans le jeu. Donc bien joué messieurs Mazin et Druckmann, à ne pas vouloir en faire trop, vous avez parfaitement dosé la situation pour ce final. Enfin, l'épisode se conclut avec de très beaux plans contemplatifs et une dernière séquence entre Ellie, pensive, et Joel, toujours très bavard, et qui ne peut s'empêcher de les comparer, elle et Sarah. Et cette séquence dans laquelle il est plutôt maladroit, c'est très mignon. On voit enfin ce gros dur s'adoucir quand il se laisse aller à ressentir de l'affection pour la jeune fille avec qui il a traversé le pays durant l'année passée. Et l'épisode se conclut avec Ellie qui redemande à Joel s'il ne lui a pas menti. Elle le connaît et se doute qu'il ne lui dit pas la vérité, mais elle choisit de lui faire confiance, car elle vient de perdre sa raison d'être dans cette histoire. Elle finit même par lui parler de Riley et de tous ceux qui sont morts pour qu'elle se retrouve ici. Joel lui ment pour la protéger, comme n'importe quel parent le fait afin de lui éviter le poids de ce choix. Et Ellie accepte, ou je dirais même décide de le croire car il est tout ce qu'il lui reste. Sa raison d'être n'est plus, mais ils sont toujours là l'un pour l'autre. Et l'épisode finit sur le même ok que dans les jeux, toujours avec ce brut cut au noir et la musique. Voilà, un épisode très court pour une fin de saison, il s'y passe bien sûr tout ce qui doit s'y passer, mais rien de plus. Et la noyade qui reste malheureusement absente aurait amené bien plus de tension. Même le flashback est en réalité un moyen de gagner du temps pour donner du contexte à la relation Marlène-Ellie et apporter un peu plus d'informations sur son immunité au cordyceps. Toutefois très content du développement plus soigné de Joel, il était temps. On comprend qu'il avait hésité pour sauver sa fille et même pour se donner la mort 2 jours plus tard. Mais là il n'hésite plus, il a retrouvé une raison de vivre et il ne retraversera pas ce qu'il a vécu 20 ans plus tôt. Un épisode qui se concentre enfin exclusivement sur l'amour inconditionnel d'un père envers sa fille, et tout ce que cela implique de bien comme de mal. Au final un épisode qui fait très bien le taf, même si un peu expéditif. Ce qui m'amène à penser qu'en dehors de l'épisode 3 qui était grandiose, c'est en restant fidèle au matériel de base et sans en faire trop que la série fait réellement mouche. Donc une conclusion efficace pour cette première saison, et cela ravive mon enthousiasme pour la seconde, qui je l'espère ne sera pas la dernière si Naughty Dog se décide à faire une 3e partie aux jeux vidéo. Sur le plan plus personnel, concernant la chaîne, ces vidéos n'ont pas vraiment été un très grand succès, mais je ne regrette finalement pas d'y avoir consacré tout ce temps de semaine en semaine, et je reparlerai sûrement très vite de cette série pour ceux que cela intéresse bien sûr. Donc encore merci d'avoir suivi cette vidéo et les précédentes, pensez à vous abonner et commenter avec votre avis final sur la première saison, et sur ce je vous laisse, et à très bientôt sur Anakaland. Bye.